notre invité politique ce matin, c'est Julien Bayou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Ariane, bonjour. Julien Bayou, bonjour. Bonjour. On va commencer avec la mort de ce soldat français, 53e soldat français de l'opération Barkhane qui a été tué, le brigadier Alexandre Martin, tué au Mali dans l'attaque du camp de l'opération Barkhane à Gao. Est-ce qu'il faut maintenir notre présence sur place, Julien Bayou ? Déjà, je voudrais adresser mes condoléances à sa famille et puis remercier ces militaires qui s'engagent pour la paix et la sécurité dans l'Afrique de l'Ouest. Là, un départ aujourd'hui précipité, sous le coup de l'émotion, serait en fait catastrophique. Ça serait vraiment céder à cette pression. Ça serait aussi abandonner le Mali, qui est dans une période de transition, aux mains d'un putschiste, Assimi Goïta, alors même que enfin l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, commence à vouloir mettre des pressions pour réengager à nouveau le Mali sur la voie de la transition. Donc c'est certainement pas le bon moment pour partir, à d'autant plus forte raison qu'il y a les miliciens du groupe Wagner, qui sont sous forte influence russe, qui commencent à placer leurs pions, et donc vraiment ce serait la pire des décisions. En revanche, il faut... C'est comme le dit Emmanuel Macron, il faut un retrait progressif, il faut revoir les modalités de l'opération Barkhane. En fait, il faut partir le plus vite possible, évidemment. La France n'a pas à rester ad vitam aeternam et même à s'ingérer dans les affaires du Mali. Ça serait une forme de néocolonialisme. L'enjeu aujourd'hui, mais d'ailleurs Yannick Jadot l'a dit encore tout récemment, c'est finalement de reprendre en lien avec la CEDEAO, avec l'Union africaine et même avec l'ONU, pour qu'en fait, aujourd'hui, on soit en situation d'observation, en capacité d'agir éventuellement si malheureusement la transition ne trouve pas son chemin au Mali, mais qu'on puisse travailler justement avec ces organisations qui n'ont pas forcément les forces de projection suffisantes, nécessaires, mais pour les appuyer. Donc en lien avec la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et donc moi j'entends qu'Emmanuel Macron va organiser de nouveaux sommets dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qu'il a voulu explicitement caler pour servir sa campagne. Vous voyez, ça c'est une forme d'instrumentalisation de l'Europe. L'enjeu n'est pas d'accueillir la CEDEAO à Bruxelles, mais plutôt d'aller travailler avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, à la sortie de crise, à la transition démocratique au Mali. On va parler de la crise sanitaire, entrée en vigueur aujourd'hui du pass vaccinal qui remplace le pass sanitaire. Et ce pass vaccinal qui a été validé par le Conseil constitutionnel, à une exception, les meetings politiques. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision du Conseil constitutionnel ? Écoutez, moi je regrette en fait qu'on transforme le pass sanitaire qui pouvait fonctionner en un pass vaccinal où, pour moi, le vrai danger, c'est d'autoriser les cafetiers, les patrons de restaurants à vérifier votre identité. Ça, je crois que c'est vraiment la source de situations très très problématiques. Sauf que ça a été validé. C'est un problème. Aujourd'hui, vous savez, les juristes nous y alertent. Quand vous faites l'état d'urgence, il y a malheureusement des situations qui perdurent et qui sont transcrites dans l'état de droit. Notamment l'absence de recours au juge. Et avec l'état d'urgence sanitaire, la crainte, c'est qu'également on laisse aux générations futures un système où l'état de droit a été bousculé et où des mesures exorbitantes du droit commun sont pérennisées. Donc je le redis, on ne peut pas déléguer au privé les questions régaliennes de contrôle d'identité et de sécurité. À l'entrée d'un restaurant, la personne qui va vérifier verra votre prénom, votre nom, votre âge. Qu'est-ce qui détermine le contrôle ? Un doute. Voilà, donc soit personne va vérifier et la loi est bavarde et inutile, et c'est quand même un problème que la loi soit bavarde et inutile. Soit cette personne va s'autoriser à vous contrôler, mais alors sur la base de quel motif ? Votre couleur de peau ? Oui, c'est vraiment très problématique. Vous pensez que ça se transforme, vous craignez que ça se transforme en contrôle raciste ? Les contrôles du pass vaccinal ? J'ai peur de ce que ça peut donner, parce que quand c'est la police, quand c'est la gendarmerie, nous avons des voies de recours insuffisantes, mais il y a des voies de recours. Là, que voulez-vous faire ? Vous voyez, ça autorise des situations potentiellement très très problématiques et qui peuvent se pérenniser dans le temps. Voilà, moi c'est ça mon enjeu. C'est le seul point sur lequel vous émettez des réserves ? Le premier point, je suis venu là-dessus, mais le premier point, c'est que les autorités scientifiques ne le recommandent pas. Nous, écologistes, nous écoutons la science. Pour le climat, il faut agir. Emmanuel Macron ne le fait pas. Comme pour la pandémie. Et ni l'Organisation mondiale de la santé, ni le conseil scientifique ne recommande cette contrainte finalement à la vaccination. L'enjeu, c'est convaincre plutôt que contraindre.
Et au bout d'un mois, ça fait des mois que maintenant la vaccinal, vaccination est en vigueur. Est-ce qu'on peut encore convaincre ? Bien sûr, évidemment, ça continue, évidemment. Et c'est certainement pas via la contrainte que vous allez convaincre. La contrainte aurait été d'imposer la vaccination. Mais là, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Le président Macron l'a assumé de vouloir emmerder les Françaises et les Français. Pourquoi a-t-il dit ça ? Il a dit ça parce que la veille, il avait perdu sa majorité. Il avait perdu sa majorité justement sur le pass vaccinal. Qu'est-ce que ça dit de vous quand vous perdez votre majorité à 3 mois de l'échéance majeure de la présidentielle ? Il n'y avait pas suffisamment de députés pour voter la prolongation de la séance à l'Assemblée. Il était en minorité à l'Assemblée. Il a perdu. Il a voulu faire une énorme diversion. Il a voulu aussi cibler, désigner comme bouc émissaire les non-vaccinés. Moi, je le redis, les non-vaccinés, pour certains et pour certaines, sont éloignés des services publics. Et donc, il qu'il politise le sujet pour vous ? Oui, il l'instrumentalise, bien sûr, mais il est en campagne. Il est en campagne, ça se voit. Ses différentes interventions devraient être décomptées de ce temps de campagne, et y compris mis à son compte de campagne. Que pensez-vous du relâchement annoncé déjà du desserrement des là, du coup, je ne comprends pas. Là, du coup, je ne comprends pas. Le jour même où rentre ce qui ressemble à une contrainte, le pass vaccinal, on vous annonce un relâchement à l'approche de la présidentielle. On avait vécu un petit peu déjà... En disant que c'est grâce à l'entrée en vigueur de ce pass vaccinal qu'on peut relâcher les restrictions. Oui, c'est gonflé. Je pense que de l'avis des commentateurs généraux, enfin de tout le monde, c'est quand même gonflé. Voilà. En fait, on a une improvisation complète. On l'a vu avec Blanquer, le ministre de l'Éducation, sur l'école. 3 protocoles en une semaine. Et une forme d'instrumentalisation, disons-le, évidemment. Parce que le pass vaccinal, pour montrer qu'on est dur, tout en envoyant des signaux de relâchement, non, on ne doit pas relâcher l'effort. Et l'enjeu, c'est de soutenir à nouveau les services publics, l'éducation comme l'hôpital. Et puis, il y a une hypocrisie majeure, et peut-être, moi, je voudrais prendre 30 secondes là-dessus. La vaccination, c'est bien. Ça doit devenir un bien public mondial. Et la France joue double jeu. Elle dit oui à la libération des brevets, mais elle agit contre au niveau européen. Il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne, passe vaccinal ou non, il n'y a pas de stratégie vaccinale autonome dans un seul pays qui tient, si vous laissez des poches de population mal vaccinées ou peu vaccinées en Afrique du Sud ou au Mali. Des populations pauvres, immunodéprimées, où peuvent se développer des variants qui de toute manière reviendront en boomerang. Il a fallu seulement 1 mois à Omicron, entre le moment où il a été détecté et le moment où des centaines de milliers de Françaises et de Français ont été frappés au moment notamment des fêtes de Noël. Donc il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne la route en France si on ne libère pas les brevets pour l'ensemble de l'humanité. C'est une métaphore du climat. Il y a une menace commune à l'ensemble de l'humanité et nous devons tous et toutes agir. Eh bien c'est pareil sur la santé face à une pandémie. Il y a un lien entre la santé des êtres humains et même en fait entre la santé des écosystèmes, la nôtre santé et celle de la faune. Un dernier mot sur ce sujet, Julien Bayou, puisqu'il y a eu une nouvelle agression d'un député de la majorité présidentielle, c'était ce week-end à Perpignan par des militants anti-pass. Est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que prend ce débat ? Oui, je n'avais pas entendu parler de cette agression. Je sais que un précédent député à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre-et-Miquelon, merci, avait été agressé également. J'avais apporté tout mon soutien. Oui, ces violences à l'égard des élus sont absolument inacceptables, tout simplement. Voilà. Dans une démocratie, on débat. On peut être rigoureusement en désaccord, le dire de manière extrêmement frontale, mais absolument sans violence. On va parler. Oui, excusez-moi, sur la question du vaccin, un dernier mot. On a bien compris, vous êtes ouvert au dialogue, à la force de conviction, mais pas à la vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous dites aux gens aujourd'hui qui ne veulent pas se faire vacciner ? Vaccinez-vous, allez voir votre médecin, lisez, écoutez des médias reconnus. On sait qu'il y a énormément de fake news qui circulent, des chiffres extrêmement alarmistes qui reposent sur rien ou qui sont mal éclairés par des personnes mal intentionnées. Je pourrais développer longuement, mais c'est pas mon rôle à moi de débusquer des fake news et je préfère que vous, médias reconnus et d'autres le fassiez. Et puis il y a un enjeu donc de désinstrumentaliser cette affaire. Quand c'est Emmanuel Macron qui dit vaccinez-vous finalement sous une forme de contrainte, il se fait le plus mauvais ambassadeur de la vaccination. Les bons ambassadeurs, les bonnes ambassadrices de la vaccination, c'est vous et moi qui pouvons aborder les choses de manière plus sereine. Ce sont les infirmières, les médecins qui peuvent ainsi convaincre. Je pense à des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, qui sont les plus vulnérables, des personnes obèses qui peuvent avoir une inquiétude à l'égard du vaccin. Vous voyez, c'est pas d'autorité
un argument d'autorité qui peut emporter la conviction intime. C'est bien les infirmiers, les infirmières, les personnes, les proches au contact qui peuvent amener à faire ce choix pour soi et pour les autres. On va parler d'un autre sujet, Julien Bayou, c'est la hausse des prix qui inquiète évidemment les Français. On va parler de la hausse des prix de l'énergie, mais d'abord la hausse des prix dans l'alimentaire, puisque le prix des fruits et légumes, par exemple, a augmenté de 9% entre 2019 et 2021. Comment vous y répondez à ça ? Déjà, il faut savoir d'où ça vient. L'année dernière, aux alentours de février-mars, on a eu un épisode de gel catastrophique qui n'était pas absolument inédit, mais il venait après des périodes de très forte chaleur. Qui, elle, pour le coup, était inédite pour un mois de février. Et ça a endommagé, on va dire, les récoltes. Ce qui fait qu'en juillet-août, vous avez eu des prix qui ont flambé. Et ça ne vient pas de nulle part. C'est lié, très directement lié au dérèglement climatique et à l'inaction de nos pouvoirs publics qui disent oh là là, le climat, mais qui ne font rien. Blablabla, comme dirait Greta Thunberg. Qu'est-ce que vous dites ce matin C'est important de le rappeler. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, ça n'est pas 1,5 degré ou 2 de manière très abstraite. C'est des inondations, des sécheresses, un renchérissement des fruits et légumes, des difficultés d'accès à l'eau potable. Voilà du très concret. La réponse immédiate que nous proposons avec Yannick Jadot, c'est la TVA à 0% sur les produits bio et locaux, ceux qui nous font du bien. La réponse immédiate, c'est un chèque de 150 €, ça s'appelle la sécurité sociale alimentaire, pour chaque ménage, la garantie de pouvoir se procurer fruits et légumes, alimentation de qualité, bio, locale, en circuit court, directement chez les producteurs. C'est un moyen de soutenir très concrètement et l'agriculture et l'alimentation. On sait que il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. C'est d'autant plus nécessaire d'avoir des cantines bio, parce que c'est le vrai bon repas par jour. Quand on a fermé les cantines à cause du confinement, je me souviens que tout le monde s'était jeté sur Grégory Doucet, maire de Lyon, qui voulait absolument maintenir les cantines ouvertes, parce qu'il y avait 29 000 enfants qui en dépendaient. On sait que pour beaucoup d'enfants, c'est le vrai bon repas par jour. Sinon, c'est des chips, au mieux. Vous voyez, et donc ça mène à obésité et problèmes de santé. Donc l'alimentation doit être accessible. À plus long terme, c'est évidemment la réorientation de la politique agricole commune pour soutenir l'alimentation de qualité, bio, les revenus des paysannes, des paysans. Ouais. Mais c'est vraiment la manière de répondre, permettre à chacun et chacune de se nourrir correctement. Les enseignes Édouard Leclerc se battent, disent-elles, pour un pain moins cher, des côtes de porc moins chères. Vous soutenez leur initiative ? Non, malheureusement, c'est populiste, peut-être populaire, mais en fait, ça se traduit par une pression à la baisse pour les producteurs et les productrices. En fait, c'est comme pour le lait, pour tous ces produits. Ce sont des produits d'appel qui permettent à ces grands magasins, dont je ne veux pas faire la pub, en fait, de vous vendre un truc moins cher, mais pour tout le reste, ils se rattrapent sur les marges, sur les produits annexes. Et pendant ce temps-là, évidemment, les premiers producteurs, les premiers concernés sont pris à la gorge. On sait qu'il y a nombre d'agriculteurs qui sont endettés au-delà du raisonnable, qui ont du mal à se payer même un SMIC ou même beaucoup moins, et qui en finissent par le suicide. Donc nous, il y a un enjeu de soutenir directement l'agriculteur, les agricultrices. Ça passe par la transition vers la bio. Je déplore qu'Emmanuel Macron, là encore, double discours, dise « nous soutenons la bio », mais en fait, il a sabré dans les aides au maintien. Il y avait 2 aides, l'aide à la transition et l'aide au maintien. On a besoin des deux, on a besoin d'augmenter les deux, et lui, il a supprimé l'aide au maintien. Là encore, discours, ambition de façade et double discours vis-à-vis des actes. Sur la hausse des prix du carburant, qui là aussi inquiète, Julien Bayou, Bruno Le Maire, qui était à votre place vendredi, nous disait travailler à de nouvelles mesures. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Est-ce qu'il faut de nouvelles aides pour les Français ? En fait, on a un double enjeu. C'est que les dépenses qu'on appelle contraintes, celles auxquelles vous ne pouvez pas échapper, augmentent. Donc c'est l'alimentation, c'est le carburant, c'est l'énergie, l'électricité en particulier. On nous avait dit que le nucléaire c'était pas cher, on voit bien que en fait ça n'est pas le cas. C'est le loyer, c'est les assurances, c'est les agios des banques. Vous voyez, les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas faire face et qui empêchent votre pouvoir de vivre. C'est moins de santé, moins de loisirs, moins de temps pour vous. Et pendant ce temps-là, les revenus, les salaires en particulier, n'ont pas augmenté. Il y a eu des profiteurs de la crise qui ont augmenté leur patrimoine en centaines de milliards, c'était le rapport d'Oxfam. Mais pour les salariés lambda, on va dire, SMIC, 1,2 SMIC, 2 SMIC, tout ça, rien n'a augmenté. Et même pas non plus pour les fonctionnaires. Le point d'indice est gelé depuis trop longtemps. Donc nous, les écologistes, on va agir sur les deux axes. Réduire les dépenses contraintes, donc encadrement des loyers,
la sécurité sociale alimentaire, un chèque de 150 € pour pouvoir vous nourrir, la tarification sociale, les premiers kilowattheures gratuits, hein, que ça soit plus cher ensuite, mais qu'au moins on puisse sécuriser le fait de pouvoir se chauffer correctement, la rénovation thermique, quand on rénove votre logement sans reste à charge, sans avance, eh ben, ça vous permet d'économiser sur la facture. Hein. Si vous avez la malchance d'avoir un convecteur électrique, vous avez des factures qui explosent en hiver, eh bien, que votre facture elle passe de 150 à 50, ça fait un 13e mois écolo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je pourrais développer sur ces réductions des dépenses contraintes, encadrer les agios de banque, encadrer les assurances. On a bien compris, Julien. Et augmenter les salaires. Augmenter les salaires. On en a besoin aujourd'hui. Qu'on nous parle de valeur travail. Toutes les personnes qui parlent de valeur travail sont les dernières à vouloir que le travail paye dans ce pays. Nous voulons que le travail paye dans ce pays. Ça veut dire augmenter le SMIC, augmenter les salaires juste au-dessus et dégeler le point d'indice. On va parler de la présidentielle. Et d'abord, un mot sur... Ça, c'était la présidentielle, c'était le programme de Yannick Jadot. On va parler un petit peu politique. Sur ce qu'a dit Éric Zemmour ce week-end, il était en meeting à Cannes et il dit que s'il est élu, il veut introduire la notion de défense excusable. C'est-à-dire qu'un commerçant qui est attaqué, un policier qui est attaqué, peut riposter. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce mec est fou dangereux. Ce mec est fou dangereux. Voilà. Soit il vous fait peur. Soit il ne pense pas ce qu'il dit. Vous inquiète. Soit il ne pense pas ce qu'il dit et c'est très dangereux. Soit il pense ce qu'il dit et c'est très dangereux. Voilà. Oui, je pense que ce type de proposition est dangereuse pour notre société, bien sûr. Il a été et d'ailleurs c'est un récidiviste de l'appel à la haine, des condamnations pour racisme et autres. C'est une proposition absolument dangereuse. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps à développer là-dessus. Je l'ai dit, déléguer la force de sécurité, la violence légitime, comme on dit en droit, au privé, même sous couvert de bonne intention, c'est extrêmement dangereux. Et les États-Unis, qui ont fait ce malheureux chemin depuis de longues années, en reviennent, parce que ça conduit à des drames humains inqualifiables. On va parler de... Et certainement pas à plus de sécurité. Certainement pas plus de sécurité. Ce qui se passe chez les écologistes et à gauche, dans un entretien au journal Libération ce week-end, Christiane Taubira se définit comme une candidate écologiste. Elle dit qu'elle travaille depuis longtemps sur le sujet. C'est une candidate écolo, Christiane Taubira? Alors dans ce cas-là, elle a l'humilité de ne pas en faire trop. Je ne l'ai pas entendu. Voilà, moi j'ai immensément de respect. Je l'avais eu, on s'est souhaité les vœux, on a parlé longuement. Elle dit d'ailleurs qu'en 2019, Yannick Jadot lui a proposé la tête de liste aux européennes. Vous nous confirmez ça? Non, je dément, évidemment. Je dément, évidemment. J'étais bien sûr très impliqué dans la campagne des européennes, que l'on ait pu la solliciter pour soutenir la liste, évidemment. Mais non, parce que tout simplement, vous savez, chez nous, c'est pas très compliqué. On vote. Et donc, nous étions en plein vote. Et c'est Yannick Jadot qui l'a emporté pour conduire la liste des européennes. Et je n'avais pas souvenir que Christiane Taubira ait postulé. Donc, pourquoi elle dit ça? Moi, je n'ai pas envie de la contredire. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour elle. Simplement, sur l'écologie, sur les points saillants, les points principaux, pour nous, c'est-à-dire, nous sommes la candidature de l'écologie et de la justice sociale, la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre les inégalités. Je ne l'ai pas beaucoup entendue. Elle est notamment de Guyane, à Cayenne, où la question de la biodiversité est absolument cruciale, en France aussi, métropole. Mais là, vous avez en Guyane des trésors de biodiversité à absolument protéger. Et les problèmes environnementaux se traduisent très très directement par des questions de santé. En métropole aussi, hein, le lien entre la pollution qui touche plus particulièrement les quartiers populaires est avéré. Mais en Guyane, c'est encore pire. Les questions d'accès à l'eau potable, les questions d'empoisonnement au mercure sont légion et sont très directement liées à l'orpaillage, illégal ou légal, et notamment les questions de mine d'or, à la montagne d'or. Et je ne l'ai jamais entendu là-dessus. Si à l'occasion de sa campagne, elle prend enfin position sur la montagne d'or, je m'en réjouirais. Si à l'occasion de sa campagne, elle prend enfin position sur la centrale à fioul à côté de Cayenne, je m'en réjouirais. Sur les explorations de pétrole au large de la Guyane, ça sera une très bonne nouvelle. Et peut-être au-delà sur les sargasses. Hein. Vous seriez en mesure de travailler avec elle? Évidemment, bien sûr, nous sommes en mesure de travailler avec toutes les personnes qui souhaitent soutenir la candidature de Yannick Jadot, la candidature de l'écologie et de la justice sociale. La question risque de se poser assez rapidement avec une primaire populaire qui s'annonce là cette semaine avec des résultats qui sont attendus le 30. Il est fort possible qu'elle soit en tête. Ça peut changer quelque chose pour vous tout ça? Pas grand-chose, non. Nous, on a... Il y a 467 000 inscrits à cette primaire populaire. C'est beaucoup plus J'ai appris que c'était une investiture finalement. C'est-à-dire apparemment, c'est plus une primaire, c'est une investiture, c'est une sorte de sondage. Là-dessus, c'est très simple pour nous. Mais est-ce que ça va donner une légitimité aux candidats par rapport aux autres, un élan, une légitimité ou pas, selon vous? Il y a aujourd'hui une sorte de fragmentation, on va le dire comme ça. Même l'extrême droite est divisée.
Vous avez 2 candidatures d'extrême droite. Vous avez 2 candidatures de droite. Moi, je mets à très peu de distinguo entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ils ont une énorme porosité de leur électorat. Il y a une foule de candidatures à gauche. Toutes n'iront pas au bout. Hein, on verra. Qui n'ira pas au bout encore? Ça les regarde, ça les regarde. Moi, je ne fais aucun pronostic. Vous pensez qu'il y aura encore des renoncements après celui d'Arnaud Montebourg? En fait, finalement, ça ne me concerne qu'assez peu. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a qu'une seule candidature de l'écologie et de la justice sociale. Vous avez les réactionnaires, les conservateurs et les progressistes. Eh bien, le progressisme du XXIe siècle, c'est l'écologie et la justice sociale. C'est la candidature de Yannick Jadot. Donc j'ai bien vu qu'à gauche, certaines avaient des difficultés pour se départager, notamment les socialistes qui ont pu soutenir le mandat Hollande et Valls. Ça n'est pas mon projet. Donc ils arbitrent entre elles qui doit continuer ou qui je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'entre Christiane Taubira et Anne Hidalgo, pour vous, il y en a une qui doit laisser la place? Je ne suis pas concerné. Okay, on a bien compris. Un dernier mot sur ce qui se passe à Grenoble, peut-être avec vous, Fabrice? Oui, avec une fracture dans la majorité d'Éric Piolle sur la question du burkini. Ah, Burkini, ça fait longtemps qu'on n'en parlait pas, et puis en plus en janvier, évidemment... C'est de saison. C'est de saison, voilà. Alors non, mais ce qui s'est passé à Grenoble, dans la majorité municipale à Grenoble, qui s'est un peu fracturé sur cette question, c'était la semaine dernière avec une démission d'une conseillère municipale d'Éric Piolle, Éric Piolle a refusé de trancher à l'issue d'une médiation avec une association qui organisait des opérations burkini dans les piscines. C'est un sujet qui gêne encore dans votre parti? Non, pas tellement. En fait, la position du défenseur des droits est très claire. Le burkini est légal. Les règlements intérieurs de certaines piscines l'interdisent. Et donc, Éric Piolle, maire de Grenoble, à bon droit, dit écoutez, c'est un service public, les usagères sont libres, ne sont pas concernées par les questions de laïcité. Hein. Le burkini, même si peut-être c'était le sens de votre question, n'est pas une question de laïcité selon les défenseurs des droits qui se sont succédés sur la question. C'est une question éventuellement d'hygiène et de sécurité. Hein. Un homme avec un Bermuda qui se balade dans la rue avec ne peut pas rentrer dans la piscine parce que ça fait amener des microbes, etc. Donc ça, on peut l'entendre. C'est pour ça peut-être que certains règlements l'interdisent. Et donc Éric Piolle, de manière pragmatique, dit écoutez, en fait, ça serait compliqué que certains règlements intérieurs l'autorisent et d'autres non, et demande au Premier ministre de trancher et de faire passer la circulaire, l'arrêté qui convient pour harmoniser la position entre les différentes villes. Et je regrette que Castex et Macron, tout à la préparation de la campagne du candidat, n'aient pas pris le temps, n'aient pas cru bon de répondre. Si cette question est si brûlante, j'aurais imaginé que le gouvernement se serait précipité dessus pour y répondre. Mais en fait, en vrai, je ne pense pas que ce soit l'enjeu majeur de ces temps-ci. Merci beaucoup. Merci Julien Bayou d'avoir été notre